Voilà, bonjour, bienvenue à tous dans ce webinaire consacré à Implanète, qui est une société qui propose des solutions sur les pathologies du genou et de la colonne vertébrale. Donc, je suis avec Ludovic Lastenay, qui en est le fondateur et le DG. Bonjour Ludovic. Bonjour Jean-Baptiste. Donc, vous êtes à Bordeaux, hein, on fait ça en duplex. Alors, avant de vous laisser vous présenter, je veux dire un petit mot de pourquoi ce webinaire. Eh bien, en ce moment, il y a un regain d'intérêt de la part des particuliers investisseurs sur les medtech, les sociétés du secteur du médical, mais ce n'est pas toujours simple à appréhender pour les particuliers malgré les belles promesses, parce qu'il y a des autorisations de mise sur le marché, parce qu'il y a des partenariats, du partage de valeur. Donc là, on a décidé, dans un cycle direct dirigeant, de faire le point aujourd'hui avec une société qui nous semble intéressante, Implanète, et de faire le point avec son directeur général sur son activité, sur ses perspectives, sur sa solidité financière, sur évidemment, bien sûr, aussi sur son cours de bourse. Et vous pourrez poser toutes vos questions puisque vous avez sur le panneau de configuration la possibilité de poser vos questions par écrit. Donc, profitez de la présence de Ludovic Lastenay pour poser vos questions. Moi, je les retranscrirai à l'oral. Donc, Ludovic, je vous propose que vous nous présentiez Implanète. Merci Jean-Baptiste pour cette introduction. Vous voyez, il nous a été, on a pensé important de revenir un petit peu sur Implanète, surtout avec la période un peu difficile que nous avons connue en début d'année. Je me propose de vous reparler, représenter Implanète dans les grandes lignes, les évolutions sur les 2 à 3 dernières années, et puis surtout essayer de décrire un peu les résultats et illustrer les résultats du T3 que nous avons publié hier soir. Donc Implanète, on est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'implants chirurgicaux destinés à la chirurgie, au traitement de la chirurgie, au traitement du rachis et du genou. On est coté sur Euronext Growth. On dispose d'une plateforme produit composée d'implants chirurgicaux de haute technologie et qui adresse 2 segments de la chirurgie orthopédique. Et je crois que notre savoir-faire réglementaire et nos homologations nous permettent aujourd'hui de couvrir à peu près 80% du marché mondial. On a un siège social basé à Martillac, dans le 33, en périphérie bordelaise, et 2 filiales aux États-Unis et en Allemagne, et une implantation via une succursale commerciale au Royaume-Uni. Voilà, donc il y a un chiffre d'affaires de 7,4 millions répartis sur 2 produits. Hein. Exactement, répartis sur 2 produits, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. En fait, aujourd'hui, on a fait 7,4 millions de chiffre d'affaires en 2019. L'activité de Jazz représente 61% de notre activité, soit aux alentours de 4,6 millions, dont 81% de cette activité réalisée dans les pays où nous sommes actifs en direct. Je vais revenir beaucoup sur cette notion de direct et de présence commerciale directe et indirecte. Parce que c'est très important. L'activité de Jazz, elle a été lancée fin 2014. Elle est protégée par 29 brevets internationaux. On a obtenu récemment les brevets en Chine et au Japon. Et ce sont plus de 48 000 implants posés à ce jour sur un segment de marché en croissance régulière. Et en 2019, un fait marquant, nous avons signé un contrat de partenariat stratégique pour accélérer notre développement aux États-Unis avec la société Syspan. En ce qui concerne l'activité genou, c'est notre deuxième pied. C'est aujourd'hui 39-40% de notre chiffre d'affaires global. Ce qui est à noter, c'est que 84% de ce chiffre d'affaires est réalisé en direct sur le marché français, c'est-à-dire sur notre marché domestique, où on représente aujourd'hui entre 4 et 5% du marché, avec plus de 19 000 prothèses posées à ce jour sur ce marché français. Et là aussi, depuis 18 mois, nous collaborons avec une société australienne implantée aux États-Unis, afin de pouvoir commercialiser cette gamme de produits, alors une partie de cette gamme de produits, puisqu'on ne va pas tout commercialiser aux États-Unis dans un avenir assez proche. D'accord. Il y a une petite première question, notamment sur les parts de marché, si vous avez quelques chiffres d'évolution de parts de marché. Alors, les évolutions de parts de marché, je vais y revenir quand je vais présenter peut-être plus en détail les gammes de produits. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a à peu près 4 à 5% du marché français. Le marché français de la chirurgie du genou, c'est 75 à 80 000 prothèses totales de genoux par an. On en fait, nous, entre 2800 et 3200 en fonction des années. Sur le marché du rachis, on est tellement atypique que je vais revenir dessus parce que c'est difficile de donner une part de marché sur notre produit Jazz. D'accord, on va peut-être aller voir aussi ce qui fait votre spécificité technologique.
Voilà, alors sur la spécificité technologique, commençons par la prothèse totale de genou. Modison est un implant d'arthroplastie du genou, c'est-à-dire qu'on va venir remplacer l'articulation. C'est un implant haut de gamme et destiné au marché premium. Ce qui est à noter, ce qui fait la force de cet implant, c'est que c'est un implant peu invasif, car son design et sa finesse métallique nous permet de préserver le capital osseux du patient. C'est un implant complet. Quand je dis complet, c'est-à-dire qu'on va pouvoir satisfaire toutes les exigences du chirurgien en termes de formation initiale. Il a été formé à poser une prothèse qui est stabilisée postérieurement ou une prothèse qui est stabilisée par l'intermédiaire de la conservation des ligaments. Et bien aujourd'hui, l'implant la gamme est tellement complète que le chirurgien qui décide d'utiliser notre prothèse, de poser notre prothèse, n'est pas obligé de changer sa technique opératoire. C'est assez compliqué de faire changer la technique opératoire d'un chirurgien, plus compliqué encore que de le faire changer d'implant. Et c'est aussi surtout un implant facile à appréhender pour le personnel soignant et les instrumentistes de bloc, les gens qui aident le chirurgien, les personnels médicaux qui aident le chirurgien, grâce à une instrumentation extrêmement simplifiée et qui tend de plus en plus sur certains composants à aller vers l'usage unique. Et enfin, c'est un implant qui aujourd'hui est heureusement à un recul clinique de près de 10 ans, ce qui va nous permettre à l'avenir de répondre aux exigences de plus en plus drastiques des futures obligations réglementaires. Sur la prochaine slide, on va parler de l'implant Jazz. Alors, l'implant Jazz, comme vous le savez, c'est la technologie phare, la technologie de rupture d'implanète, ou tout au moins, c'est là véritablement une gamme très différenciante par rapport à l'ensemble de nos concurrents ou des sociétés qui proposent des systèmes de fixation vertébrale. C'est une gamme qui est destinée au traitement des pathologies rachidiennes pour assurer ce qu'on appelle la fusion osseuse. On va venir fusionner, maintenir deux éléments osseux entre eux et permettre la fusion osseuse. Jazz est un implant très très simple à utiliser. Il se compose d'un cavalier en titane qui assurera la connexion à la tige de fusion. C'est ce que vous voyez sur les radios, c'est ces grandes tiges métalliques qui permettent de réaligner et de stabiliser la colonne. Et d'une tresse en polyester, qui est un produit implanète, et qui, elle, vient assurer la fixation osseuse de façon, ce qu'on appelle complètement atraumatique. C'est-à-dire, en aucun moment, on va venir perforer l'os du patient, perforer la vertèbre comme le fait une vis. On va venir s'entourer autour d'une structure anatomique pour permettre cette fixation et cette fusion osseuse. Alors, pour revenir un petit peu sur la genèse de Jazz, Jazz a été développé en collaboration avec des chirurgiens du rachis et initialement, et c'est important, développé pour le traitement de la déformation de la colonne vertébrale chez les adolescents, la fameuse scoliose idiopathique de l'adolescent. Et dans cette indication, les avantages de Jazz sont reconnus aujourd'hui. C'est une réduction significative du nombre d'implants, puisque ce que vous voyez sur les radios de cette slide, sur la radio de droite, c'est un traitement classique avec des vis à tous les étages. Aujourd'hui, avec Jazz, on va mettre moins d'implants et surtout, on ne va pas venir perforer ces vertèbres. C'est une rapidité de mise en place puisqu'on gagne environ 20 à 25% de temps opératoire et aussi une réduction forte à l'exposition radiologique. Il faut savoir que lorsque un chirurgien fait une intervention de rachis sur la grande déformation, il va venir shooter des radios très très régulièrement pour vérifier le positionnement de ces vis. Avec Jazz, il n'y a aucune nécessité de faire des radios péropératoires. Il suffit d'une radio avant et une radio après pour valider le montage. Et puis enfin, et ça c'est reconnu, on a de la bibliographie énorme, ce qui nous permet d'avoir des documents cliniques très très élaborés et très poussés. On a une amélioration des résultats cliniques par rapport aux techniques classiques to vis et principalement la restauration de ce qu'on appelle l'équilibre sagittal de ces jeunes patients qui vont le permettre de revivre normalement après cette très sévère opération de fusion. Alors, un chirurgien qui vous convainquait que la solution de Jazz est la bonne solution, ça vous génère combien d'opérations par an? Est-ce qu'on peut raisonner un peu comme ça? C'est une question qui est posée. Alors, ça, c'est important comme question, puisque sur la partie scoliose idiopathique de l'adolescent, ce sont des marchés très petits. Ils sont faits, par exemple, 1100 à 1200 scolioses idiopathiques de l'adolescent en France par an. Et l'année dernière, plus de 650 ont été réalisés avec le produit Jazz. Donc, on a une forte part de marché, mais dans une toute petite niche de marché. C'est pour ça que, fort de ces résultats sur cette scoliose idiopathique, et puis de toutes les connaissances qu'on a accumulées pendant les 5 premières années,
il est clair qu'on s'est d'abord concentré sur ce marché. On a 60% du marché français de la scoliose idiopathique. On a fait plus de 2 millions de dollars de chiffre d'affaires dans ce type de marché aux États-Unis l'année dernière. On en a vendu plus de 48 000 Jazz, principalement destinés à traiter ce marché. Et aujourd'hui, on a la maîtrise de cette technologie et on a fait progressivement évoluer notre gamme dans les 3 ou 4 dernières années pour proposer des évolutions de Jazz aux chirurgiens du rachis, mais maintenant spécialisés dans le traitement des pathologies d'adultes, c'est-à-dire le traitement des gens qui ont des problèmes de qualité osseuse, des problèmes de vieillesse. Et on s'est aperçu qu'on peut utiliser Jazz dans plein d'indications sur ce marché beaucoup plus important, évidemment, que le marché de la déformation pédiatrique. Alors, évidemment, les barrières réglementaires étaient très importantes, puisqu'on vend des produits implantables. Mais depuis 2 ou 3 ans, on a réussi quand même à être sur le marché des implants qui maintenant font référence. L'implant JazzLock, un système de collier rixant électrique de fixation. Le JazzClaw qui permet de prolonger le montage avec des tresses sur le haut de la colonne vertébrale. Et puis surtout, on a lancé début 2020. Alors évidemment, on n'avait pas anticipé la période Covid. Notre dernière innovation qui s'appelle la JazzCap. Et JazzCap, c'est ce que vous voyez à la droite de la slide. En fait, c'est un système unique et breveté Implanète de stabilisation des vis, les nôtres ou les vis de concurrence ou les vis de partenaires, dans les os ostéoporotiques ou les os de mauvaise qualité. Cet implant va nous permettre dans les mois ou les trimestres ou les années à venir de rentrer sur un marché beaucoup plus important de la fixation postérieure estimée à plus de 2,5 milliards de dollars. D'accord ? Et puis ce qui est à noter, c'est que cet implant JazzCap, ça a été l'élément moteur du partenariat avec C-Spine, le numéro 6 mondial du rachis. Et depuis 12 mois, nous collaborons sur l'adaptation de cette nouveauté, de ce cap, sur leur système de vis, un système qui s'appelle Mariner. Et nous attendons de façon imminente les accords de la FDA afin de pouvoir débuter la commercialisation, afin que C-Spine puisse débuter la commercialisation sur le marché américain. D'accord, on va peut-être jeter un coup d'œil aussi à votre création de valeur, du moins à la chaîne de valeur. Est-ce que vous faites, est-ce que vous ne faites pas, notamment est-ce que vous produisez ou est-ce que vous assemblez, voilà. Alors, Implanète, c'est une organisation qualité réglementaire. Et je dirais que c'est avant tout une organisation qualité réglementaire et logistique qui nous permet ensuite d'avoir une organisation commerciale. Nous sommes fabricants au titre de la norme, c'est-à-dire qu'on est certifié ISO 13485, mais évidemment, nous faisons appel à la sous-traitance localisée en France, puisqu'on a un énorme savoir-faire en France sur l'usinage, la fonderie et la fabrication de dispositifs médicaux. Par contre, on a, comme vous pouvez le voir dans cette diapositive, on ne fait aucun compromis sur le contrôle qualité de nos produits qui est réalisé, lui, en interne, à plusieurs moments de la chaîne de valeur. Ce qui nous a permis au fil des années, si vous voulez, d'obtenir toutes les certifications et autorisations de commercialiser, que ce soit en Europe, les fameux marquages CE avec l'organisme notifié français qui s'appelle le GMED, avec la FDA, les 510K pour commercialiser aux États-Unis, et puis progressivement en Australie, et puis surtout l'accès à l'Amérique latine et au marché sud-américain par le biais de l'Anvisa brésilien. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le véritable challenge désormais pour des sociétés comme les nôtres, c'est le passage au fameux règlement, c'est-à-dire au fameux MDR. On lit ça partout quand on se documente sur les sociétés ou les biotech ou les medtech. On est obligé, ça aurait dû être actif en mai 2020 et c'est repoussé à mai 2021, mais ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus soumettre un dossier à un organisme notifié sous l'ancienne directive. On est obligé de soumettre ce dossier désormais sous le nouveau règlement, qui est des exigences qui sont sans commune mesure avec ce qu'on avait coutume de connaître. Alors nous, pour ça, on a anticipé le renouvellement pour pouvoir passer entre les mailles du filet, et on a eu en fin de l'année dernière et en début de cette année un renouvellement de nos marquages CE sous la directive jusqu'en juin 2024, ce qui va nous donner un petit peu d'air et de temps, bien évidemment, pour mettre en forme des données que nous avons déjà, mais qu'on n'avait pas forcément utilisées parce que les exigences n'étaient pas là, mais mettre en forme ces données pour pouvoir resoumettre sous le nouveau règlement sur donc des dossiers beaucoup plus complexes dans le courant de l'année 2022 pour vraiment prendre aucun risque quant au renouvellement. Qui dit
renouvellement dit autorisation de mise sur le marché, qui dit non-renouvellement, suspension de marquage, comme c'est le cas pour beaucoup de medtech actuellement, hein, et ça va être le cas pour beaucoup de medtech dans les 12 mois qui viennent. Qui dit suspension de marquage dit arrêt immédiat de la commercialisation. On va peut-être jeter aussi un coup d'œil sur comment vous êtes organisé aussi au niveau international. Alors, en 2018, on a redéfini notre stratégie commerciale avec une priorité clairement affichée qui était concentrer nos efforts sur une approche commerciale directe sur 4 pays principaux. L'autre marché domestique en France, hein, parce qu'avant d'aller vendre à l'étranger, il faut déjà faire la preuve qu'on est capable d'en vendre en France. Donc, on a parlé tout à l'heure de nos parts de marché, énorme part de marché sur la chirurgie de la scoliose pédiatrique, beaucoup plus petite bien évidemment avec Jazz sur l'ensemble de la chirurgie du rachis, 4 à 5% de part de marché en genoux, qui fait qu'on est aujourd'hui le 5-6e acteur en France. On est présent depuis 2013, on avait anticipé l'obtention des 510K à Boston. On a un bureau commercial qui est c'est une filiale juridique, mais c'est un bureau commercial qui s'occupe de faire de la logistique, mais toutes les opérations financières, management des stocks et des approvisionnements sont réalisés par les services ici à Bordeaux. Aux États-Unis, on a juste un management des stocks de 1 mois et demi, 2 mois pour gérer les livraisons quotidiennes sur le marché américain. On a 4 personnes salariés, 4 collaborateurs à Boston, 3 personnes sur le terrain et 1 personne en back-office qui assure la logistique et toute la partie facturation. Plus récemment, on a créé une société à Francfort puisqu'on a embauché un responsable de pays venant de ce métier-là pour attaquer aussi en direct le marché allemand. Et puis, on avait des velléités de succursales et d'activités en Angleterre. Je dois avouer qu'entre le Brexit et le Covid, on a mis un petit peu en pause ces activités sur le marché anglais sur l'année 2020. Et puis, en complément, bien évidemment, de cette implantation directe, on ne peut pas aller partout en direct, non seulement pour des raisons financières, mais pour des raisons de recrutement et des raisons de concentration et de focus. Bien évidemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi pris du temps pour rationaliser nos partenariats indirects. Pour la petite histoire, en 2016, je crois qu'on avait 22 ou 23 pays dans lesquels on était actifs, mais certains pays faisaient 3 ou 4 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc, on a rationalisé tout ça en fin 2018, début 2019, en annulant des contrats de distribution, en renforçant des contrats et en conservant uniquement nos distributeurs historiques sur des pays à fort potentiel. Alors, quand je dis pays à fort potentiel, pour nous, c'est l'Europe, c'est l'Italie, c'est la Scandinavie, c'est l'Espagne sur le marché européen, c'est l'Australie, bien évidemment, c'est le Brésil avec qui on a des accords très importants. Et puis, c'est surtout cette Amérique latine qui est un pays où il y a beaucoup de demandes en termes de chirurgie du rachis et principalement en termes de chirurgie, ce qu'on appelle sous la mer, puisque historiquement, cette technique a été créée au Mexique et on attend là dans les semaines à venir des enregistrements sur 1 ou 2 pays majeurs en Amérique latine qui devraient nous donner des belles perspectives pour 2021 et 2022. Et puis à côté de ça, oui. Non, il y avait une question, alors je coupe, excusez-moi, mais notamment sur le temps que ça prend d'avoir des autorisations et puis après de mettre en place des accords de distribution dans un pays. Voilà, c'est quelqu'un qui se posait la question, est-ce que ça prendrait combien de temps si vous voulez aller demain dans un nouveau pays et pour distribuer un nouveau produit, si vous avez quelques éléments? Alors, ça va dépendre des zones. Si on reste sur la zone Europe, c'est immédiat, puisqu'on a un marquage CE applicable et opposable à l'ensemble des différents pays. Ça prend entre 1 mois et 2 mois d'avoir les codes d'enregistrement sur les pays où il y a du remboursement type France Sécurité Sociale. Sur des pays comme l'Australie, on a mis à peu près 6 mois pour obtenir les enregistrements TGA. Et puis, c'est un peu plus l'arlésienne sur des pays un peu rock'n'roll comme les pays d'Amérique latine, puisque le Brésil, ça avait pris 2 ans. Le Mexique, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille dessus et on espère que ça va aboutir rapidement. Donc voilà un petit peu. L'Asie, on n'est pas du tout présent à Planète aujourd'hui parce qu'on n'a pas les connexions, parce que les pays où il y a de la demande sont des pays un peu low cost et les coûts de production de notre implant sont trop élevés et malheureusement ils ne peuvent pas accéder à cette technologie. On regarde de façon assez insistante désormais le Japon, la Chine, mais là il faut à peu près 18 à 24 mois pour pouvoir prétendre commencer à faire les premières interventions.
Ce que je voulais compléter sur cette implantation commerciale internationale, avant de passer à la partie, c'est l'importance des partenariats structurants qu'on a réussi à signer dans les 18 derniers mois sur des zones à fort potentiel. On savait que sur ces zones-là, on serait incapable d'y aller tout seul. On est aux États-Unis, mais on est en train d'atteindre un plafond de verre parce qu'on est que 3 personnes sur le terrain et qu'à 3 personnes, on ne peut pas faire aussi bien que 150. Donc, on a vraiment décidé, là aussi, fin 2018, j'ai réussi à convaincre le conseil d'administration qu'à plusieurs, on serait plus fort que tout seul. Hein, si vous pouvez passer, Jean-Baptiste, la slide suivante. Et on a signé, et on va se concentrer sur faire produire maintenant ces contrats-là. On a signé 2 contrats assez différenciants. Le premier, c'est un contrat non exclusif avec la société Kiko Ni Innovations. Ce sont des spécialistes de la cinématique articulaire en Australie et implantés aussi aux États-Unis. C'est un business model, ce qu'on appelle nous OM, c'est-à-dire on fabrique pour eux, ou on va fabriquer pour eux à terme, et dans un premier temps, de façon non exclusive, on distribue nos produits sur les zones où ils sont actifs. Kiko, c'est un engagement sur plusieurs années de au minimum 1000 implants par an. Alors, il est difficile quand on est une boîte cotée de faire de la prospective en termes de chiffre d'affaires, mais il faut savoir qu'un implant chez Kiko est vendu aux alentours de 1200 €. D'accord ? Donc, c'est vraiment du business supplémentaire qui devrait nous arriver là, dans les mois à venir ou à partir de 2021 qu'on n'avait pas, qu'on serait incapable d'aller chercher nous-mêmes. Et Kiko a une approche totalement disruptive de cette chirurgie qui a fait mouche sur la partie hanche depuis à peu près 5 ans. Ils sont lancés sur le genou. L'implant reste bien évidemment au centre de leur offre produit, mais ils ont un business model qui leur permet aujourd'hui de monitorer le patient pour permettre aux chirurgiens de réaliser ces interventions en ce qu'on appelle en chirurgie ambulatoire en France ou en day-surgery aux États-Unis, c'est-à-dire ce qui est réalisé maintenant en hanche de façon assez commune, c'est-à-dire on rentre le matin, on sort l'après-midi. Aujourd'hui, avec le système Kiko de monitoring du patient, on est capable de faire rentrer le patient pour une intervention chirurgicale comme une arthroplastie du genou à 9 h le lundi matin et il sortira à 16 h l'après-midi avec bien évidemment un accompagnement infirmier sur des soins de suite. Mais véritablement, on est dans la mouvance qui a été renforcée par le Covid, hein, par toutes les procédures Covid. On est dans cette mouvance de faire ce qu'on appelle le retour rapide à l'activité, préconisé par le ministre de la Santé français, par le ministère, par les ARS en France, préconisé dans tous les pays anglo-saxons et poussé par les mutuelles. Et Kiko a une véritable offre que l'on ne s'interdit pas de distribuer sur le marché français dans un avenir proche. Le second contrat, c'est un contrat qui en termes de chiffre d'affaires et de pertinence, à mon avis, est encore plus important, évidemment, puisque c'est le contrat de private label exclusif avec C-Spine sur le marché américain. Les quelques termes, je vais donner les quelques termes de ce contrat. C'est un contrat qui permet quand même à Implanète de continuer à vendre les produits sous la marque Implanète aux États-Unis. D'accord ? C'est-à-dire qu'on continuera l'accès aux leaders d'opinion, on continue à pouvoir faire du développement avec les acteurs et les chirurgiens américains. Par contre, on s'est engagé à ne pas contractualiser un autre accord similaire avec un autre major américain sur le marché US. Et en contrepartie, on a un engagement de 6 années, avec un début en 2020 d'ailleurs, alors qui est un petit peu qui a glissé un petit peu avec ce deuxième trimestre compliqué des deux côtés de l'Atlantique, mais où il y a des minimums annuels d'achat pendant 6 ans. À côté de ça, on a un contrat de co-développement parce que les nouveaux produits, on va les développer ensemble. JazzCap, on attend, comme je vous disais tout à l'heure, des homologations imminentes. C'est le premier de cette longue lignée de nouveaux produits destinés au marché américain. Et puis, ce qui nous intéressait énormément, c'est qu'on a un accord de mutualisation des efforts de formation, puisque nous, avec notre capacité et nos petits bras musclés chez Implanète America, on forme malheureusement très peu de chirurgiens. On arrive à former très peu de chirurgiens par an. On va bénéficier des infrastructures de formation de C-Spine et bénéficier aussi des équipes de formation et qui vont nous permettre ensuite aussi d'avoir un recueil de données cliniques conjoint sur Jazz qui devrait nous permettre de passer assez facilement
les échéances cliniques du nouveau MDR. J'ai une question. Est-ce que l'accord de distribution est aussi réciproque? C'est-à-dire, est-ce que Syspine ne commercialise, quand ils ont besoin de commercialiser ce type de solution, ne commercialise que des produits Implanète, ou est-ce qu'ils ont plusieurs partenaires sur lesquels ils seraient peut-être un peu en rodage ou à regarder quelle est la solution qui marche le mieux? Voilà. Est-ce qu'ils sont tenus de proposer exclusivement vos produits? Voilà, l'accord, il est exclusif chez eux aussi. C'est-à-dire que nous, on a une exclusivité chez les fabricants et ils ont une exclusivité de la bande de cette technologie Jazz avec des engagements de minimum. Voilà. Une deuxième question aussi, pour vous, ces partenariats, notamment le Syspine, est encore en rodage, en développement, il commence à porter ses promesses. Quelle est votre appréciation? On a livré les premiers produits à Syspine dans leurs emballages. Ils utilisent notre trademark, c'est-à-dire que ça s'appelle le Jazz Connector chez Syspine aussi. On a livré les premiers produits, alors ça tombait pas très bien, avec un lancement au NAS 2019 qui était à Chicago, donc c'était en novembre. Formation de toutes les équipes au mois de février et puis évidemment au 15 mars, on va en parler dans la partie financière, au 15 mars, il y a eu un arrêt total des chirurgies. On est en train de reprendre avec eux l'activité. Eux, comme nous, revoient un regain d'activité aujourd'hui net et réel sur le marché. On le voit, nous, aux États-Unis. Donc, bon, voilà, je pense qu'on aura 6 mois de décalage sur ce marché-là. Je pense que la quintessence devrait être trouvée dans la deuxième partie de 2021 et puis à partir de 2022. Alors, donc, si on va, effectivement, on parle de reprise, si on va un peu dans les chiffres. Voilà. Alors, en termes de chiffre d'affaires, l'impact de la pandémie sur l'activité d'Implanète, elle a été énorme entre le 16 mars à 14 h et le 31 mai. On a perdu à peu près par rapport à l'année d'avant 1 300 000 € de chiffre d'affaires. Par contre, il y a eu une reprise de l'activité dès le mois de juin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le gouvernement et les agences régionales ont progressivement levé ce qu'on appelle le fameux plan blanc, dans lequel ils réservent l'accès aux soins, aux réanimations et repoussent les chirurgies, ce qu'on appelle électives, c'est-à-dire les chirurgies non vitales. À partir du mois de juin, on a repris une activité normale. On a commencé à avoir une visibilité sur des plannings opératoires. Nous, on agit en direct, encore une fois, donc on a pour pouvoir préparer les approvisionnements une vue à 6-8 semaines des plannings opératoires. On a commencé à partir du mois de juin de revoir et on a fait un mois de juin à 80% d'un mois normal, ce qui était plutôt une bonne prestation sur une reprise d'activité. Et la reprise, elle a été progressive durant tout l'été, avec un très bon mois de septembre, un peu au-dessus même de l'année précédente. Alors, je pense qu'il y avait des récupérations et des chirurgiens qui avaient absolument besoin de travailler. Un mois d'août où on a vu de la France normale, c'est-à-dire complètement arrêtée. Et puis, un retour à la normale en septembre, avec, comme on l'a publié hier soir, un troisième trimestre équivalent en 2020 au troisième trimestre 2019. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et franchement, on ne l'attendait pas. Je vais être très clair. Même si on avait vu que ces plannings opératoires avaient été remplis, mais on voyait des annulations, on voyait des procédures Covid, des annulations de dernière minute, des gens qui ne venaient pas, principalement en prothèse de genou, ou des gens de 75, 80 ans, aujourd'hui, ils sont un peu réfractaires à aller se faire opérer, ce qu'on peut comprendre. Mais dès la fin août, on avait un planning de septembre complet. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. On s'attendait à un trimestre plus faible. Avec David, on s'était préparé à faire face financièrement. Puis finalement, ça a été plutôt une bonne nouvelle. La reprise, elle est là, elle est bien là. On a des plannings là sur le mois d'octobre jusqu'à la mi-novembre aujourd'hui qui sont normaux. Alors, on va voir ce que notre président va annoncer ce soir, mais moi, je ne m'attends pas du tout à une remise en place générale du plan blanc. Je ne m'attends pas du tout à un report de chirurgie. Il y aura des activités stop and go. Mais je dirais que nous, on est prêt à faire face à ça. Une des clés de ce résultat, ça a été encore une fois l'attraction en direct, puisque d'un côté, on a pris la vague de plein fouet le 16 mars, on s'est arrêté. Par contre, dès que ça redémarrait à partir du 10-15 mai, on a eu immédiatement de l'attraction sur le terrain. Et puis, ce qui est à noter quand même, on l'a mis dans le communiqué de presse, mais ce qui est à noter, je pense que par rapport aux gens qui nous écoutent, c'est qu'on n'a pris aucun risque sur du stockage chez nos distributeurs. Les distributeurs sont affaiblis, comme nous, mais c'est des gens qui font moins de marge qu'un fabricant, donc ils sont affaiblis aujourd'hui, ils sont affaiblis en termes de chiffre d'affaires, ils sont affaiblis en termes de capacité financière,
Et on a véritablement, on a plus de commandes que ce qu'on a livré, hein, ce qu'on a facturé, mais on monitore ces livraisons parce qu'on veut prendre aucun risque client et on veut surtout pas les mettre dans des situations difficiles. Voilà, ce sont des vrais partenariats. Donc ça, c'est sur la partie chiffre d'affaires. En termes de financement, la situation de trésorerie au 30 septembre, elle est bonne. La mise en sommeil de la société sur tout le deuxième trimestre avec le recours à tous les moyens mis à notre disposition d'activité partielle, une réduction drastique des dépenses puisqu'on a pu dépenser puisqu'on n'allait plus voir les clients. Voilà, donc c'était simple. On a mis en sommeil l'ensemble de nos développements, sauf bien évidemment la partie réglementaire, parce qu'il était hors de question qu'on prenne 4 mois de retard sur nos dossiers réglementaires. Donc on a conservé cette activité de matériaux-vigilance, puisqu'on a eu des matériaux-vigilance pendant la période Covid, et puis surtout cette activité réglementaire. Et puis on a réussi à payer nos fournisseurs, ne pas aggraver notre crédit fournisseur, et on a pendant toute cette période récupéré de l'argent qu'on avait chez nous, en attente de règlement chez nos clients. Donc globalement, on a une situation financière qui est alors pas exceptionnelle, mais satisfaisante et plutôt meilleure qu'en fin d'année 2019. Aujourd'hui, on a de la visibilité, hein, on a de la visibilité sur l'activité. Moi, encore une fois, et les responsables commerciaux ici, nos agents, on n'envisage vraiment pas une vague drastique de mesures gouvernementales. Il y aura des reports de chirurgie, il y aura des épisodes, il y aura des gens qui sont testés positifs, on aura des annulations au dernier moment, mais ce sera remplacé par, alors je vais parler un petit peu commerce, mais par un vivier de patients qui attendent de se faire opérer. Aujourd'hui, chez tous les chirurgiens, il y a 20% de personnes qui attendent d'avoir des slots d'opération. Donc, je pense qu'ils iront chercher parce que eux, comme nous, ils ont besoin de travailler. Et puis on a conservé aussi notre capacité au tirage sur nos OCAPI. Alors, je sais, on va sûrement avoir des questions que c'est pas satisfaisant pour les actionnaires, mais c'est un moyen de financement. Il nous reste une enveloppe de 2,7 millions d'euros. Et puis aussi une chose importante, le gouvernement, le ministère des Finances a mis en place ces fameux PGE, les prêts garantis par l'État. Pour le moment, à la différence de bon nombre de sociétés, nous avons tiré que 50% de l'enveloppe qui nous était allouée. Donc on a, si on en avait besoin, aussi, avant la fin de l'année, une enveloppe supplémentaire qu'on pourrait aller demander et chercher auprès de nos banquiers. Une question sur l'évolution des marges et du résultat, si vous avez quelques éléments aussi. Alors, on a publié un résultat semestriel où on a montré évidemment une impact Covid. Et l'impact Covid sur la marge du semestre, elle était plutôt de 600 000 euros, alors que l'impact bottom line était plutôt de l'ordre de 200 000. On n'a pas du tout d'érosion de marge. Il n'y a pas de pression de prix aujourd'hui. Je dirais que c'est même plutôt calme sur le front commercial, puisque je pense que pendant un bon moment, les chirurgiens ne vont pas changer d'implant. Ils vont se concentrer à faire marcher leur business eux aussi. Donc, on n'a pas du tout ça. On a le gros avantage, nous, on est repartis sur le terrain. Les équipes Implanète sont reparties sur le terrain alors que bon nombre de nos concurrents américains restreignent énormément leurs commerciaux à ce jour. Donc voilà, donc moi je pense qu'on est dans une situation où c'est certes pas facile, on est dans l'incertitude, c'est certain que faire de la prospective à 6 mois, je dirais que ça c'est reparti, et si c'est reparti, on devrait mieux performer sur T4 2020 que sur T4 2019. Maintenant, je ne sais pas ce qui peut se passer. La reprise hors France vous semble plus porteuse d'avenir pour vous sur 2021? Non, moi je pense que ce qui est important pour nous, c'est qu'on ait une reprise sur la France, et ce qui est le cas, hein, puisqu'on a des vraies reprises en rachis et en genoux. On a une reprise mais réelle aux États-Unis, malgré ce qu'on entend. Nous, on est dans des hôpitaux. On a des leaders d'opinion, mais je dirais que les gens qui nous font confiance sont plutôt des hôpitaux de périphérie, donc ils sont moins contraints. On travaille pas mal en chirurgie dégénérative dans les centres de chirurgie ambulatoire, les fameuses des surgeries cliniques là. Donc ce sont des clients privés, donc ils ont besoin de travailler. Moi j'en ai un qui m'a dit tant que la FBI est pas dans mon bloc, je vais continuer à opérer mes patients parce que j'ai besoin de croûter quoi. Donc on a vraiment on peut être positif. Je suis plutôt
plutôt réservé par contre sur les performances sur un pays qui est important pour nous comme le Brésil, hein, parce que en plus de l'épidémie, ils ont à faire face à des difficultés économiques et une dépréciation très importante de leur monnaie locale, qui fait que nous, quand ils achètent en euros, c'est vrai que c'est assez compliqué. Ce sont des gens qu'on connaît très bien depuis 9 ans. Donc on monitore avec eux leur business. On ne veut pas non plus les asphyxier en disant on vous livre plus les gars parce qu'ils vont mourir. Donc voilà. Mais je suis plutôt plus optimiste sur la France, les États-Unis, l'Allemagne où on est présent en direct aujourd'hui, que même sur des pays comme l'Espagne qui souffrent énormément avec le Covid, ou les pays évidemment en Amérique latine, mais qui repartiront. Mais c'est pour ça qu'il faut continuer le travail d'homologation, parce que le jour où ça va repartir, on sera là pour avancer avec eux. Alors, en résumé, moi, je crois que on peut être résolument optimiste. C'est difficile. On n'est pas, bien évidemment, on n'est pas là où on nous attendait. Maintenant, c'est reparti chez un planète. On est en position de continuer à mettre en œuvre les axes stratégiques qu'on avait définis fin 2018. On va continuer à innover. Alors, quand je dis innover, attention, hein, c'est plutôt innover sur la façon d'aller placer les produits que développer des nouveaux produits. On les a, les nouveaux produits. Donc, aujourd'hui, aller innover pour mettre des nouveaux produits sur le marché européen, je pense que c'est, excusez-moi l'expression, c'est mort pour les 3 années qui viennent, tant qu'on n'a pas une vision exacte du MDR. Par contre, on va aller innover avec Seaspine pour avoir des produits homologués aux États-Unis qui pourraient être vendus dans tous les autres pays que l'Europe. Donc ça, c'est important. On va continuer, nous, à faire notre boulot réglementaire. On va s'appuyer sur une boîte de consulting. On a contractualisé avec eux pour être certain qu'un Planète n'aura aucun problème tant sur ses audits de certification que sur ses marques HCE, parce que ça, c'est la clé de l'accès au marché américain. On va continuer à grandir en nous appuyant sur ces relais de croissance, les ventes directes et les partenariats. Et puis continuer à faire notre bonhomme de chemin sur la partie financière que David gère aujourd'hui. C'est pas simple, les marchés sont frileux. La medtech sur la place de Paris a été sérieusement secouée depuis 2 ans. Mais voilà, moi je pense que globalement les perspectives sont encourageantes et je veux surtout pas basculer dans le défaitisme de la crise ambiante. J'ai quelques questions sur le cours de bourse. Effectivement, il y a eu une baisse. Quel regard portez-vous sur cette évolution et quelles perspectives vous pouvez donner aux actionnaires qui ont besoin d'éléments pour avancer? Alors, j'ai un regard au quotidien, puisque je suis moi-même actionnaire, fondateur d'un Planète. J'ai mis beaucoup d'argent de ma famille dans cette société. Les sociétés du secteur ont été très chahutées sur les 2 à 3 dernières années, et le medtech en particulier, pour des raisons valables. Je crois que bon nombre de medtech a eu du retard à l'allumage, bon nombre de medtech n'a pas délivré, on en fait partie. On souffre en bourse, mais on pâtit quand même de l'environnement général. Voilà. Maintenant, moi, par rapport au cours de bourse, aujourd'hui, je pense que la valorisation d'un Planète n'est pas du tout au niveau où elle devrait être. On a du recul clinique sur l'ensemble de nos produits. On a de la propriété intellectuelle avec des produits uniques au monde qui viennent de sortir, comme la JazzCap. Alors, le genou, c'est un produit similaire. Donc ça, je ne pense pas que c'est une grande valeur, mais toute la partie des dernières évolutions du jazz qu'on a fait, on sera les seuls à pouvoir le faire et on va être universel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir venir se connecter sur l'ensemble des produits concurrents. Et c'est ce qui vraiment faisait l'intérêt ou a fait l'intérêt de Seaspine de faire cette collaboration. On a fait ce move en fin 2018 vers le direct qui a porté ses fruits et qui a été salvateur, je dirais, aujourd'hui sur cette reprise post-Covid. Et puis surtout, on a une organisation réglementaire de premier ordre. Donc je pense qu'on devrait voir une progression du cours. Maintenant, moi malheureusement, je pense qu'on n'y est pas et que ça va prendre un peu de temps. Il faut être patient. On va grandir. On travaille aujourd'hui à aller vers l'autonomie financière. Qui dit autonomie financière dit l'équilibre financier, arrêter de brûler du cash parce que ce sera aussi
c'est voire peut-être le seul moyen d'éviter cette pression sur le cours, c'est ce recours aux OCA, au CAPSA. Alors nous, on n'a pas de BSA, on avait réussi à négocier ça, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc, on n'a pas d'endettement par rapport à ça, mais le recours aux OCA est évidemment extrêmement dilutif. D'accord. Alors, j'ai quelques questions hein, sur où est-ce que vous êtes coté, comment se négocie votre action. Donc, bien sûr, avec je vais parler pour EasyBourse, hein, vous êtes sur le segment PME d'Euronext, donc avec un PEA ou un PEA PME, ou encore même, pourquoi pas, un compte titre, vous pouvez très bien donc négocier les titres à planète. Hein, sur le site EasyBourse, on y accède via le moteur de recherche, notamment, par exemple. On va voir s'il y a de nouvelles questions. Voilà, donc, quel atout majeur pour un planète, pour résumer? Donc, je pense que vous avez déjà dit pas mal de choses. Voilà. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter un dernier point, si je n'ai pas plus de questions que ça? Oui, moi je pense que pour résumer, est-ce qu'on pensait être au-delà de où on est aujourd'hui? Oui, le Covid en est une des raisons, mais je pense que si on n'avait pas eu le Covid aujourd'hui, on serait sur des croissances entre 12 et 15%, exactement dans ce qu'avaient prévu les analystes qui nous couvrent, parce que c'était notre trend sur 2019, ça a été notre trend sur les 2,5 premiers mois de l'année jusqu'au 15 mars, et puis c'est le trend qu'on a sur le direct dès que c'est reparti. Donc on s'attend à un bon quatrième trimestre. Qui ne nous fera pas revenir en cumul annuel au niveau 2019. Je pense qu'on sera encore en retard à combler. Maintenant, on s'attend aussi à un 2021 à des niveaux de notre budget et non pas à des niveaux. Voilà, donc on s'attend à des croissances importantes. On a fait le boulot. Maintenant, il faut dérouler. C'est du focus de tous les instants sur les produits en direct. On a les nouveaux produits, ils sont homologués. On attend cette homologation avec Seaspine imminente. J'espère qu'on aura des bonnes nouvelles très rapidement pour qu'eux puissent déployer ce produit innovant et unique. Il faut savoir que la valeur moyenne d'une facture avec la JASCAP mise sur un montage de Seaspine, ils vont augmenter leur facture moyenne d'environ 25%, hein, de l'ordre de 4 à 5 000 $. Donc, il est certain qu'il y a un véritable attrait pour Seaspine de forcer le déploiement de ce produit. Voilà, je ne veux pas être over-optimiste sur le futur. On est comme dans une situation de crise, mais je dirais qu'on s'en sort plutôt mieux malgré cet arrêt de 2 mois et demi de l'activité. Voilà, Kevin, on va prendre quelques questions encore de manière complémentaire. Il y en a pas mal qui viennent d'arriver. Peut-on s'attendre à une consolidation du secteur? À quel terme? Quel rôle pouvez-vous jouer? Aussi une autre question, quel risque d'OPA, hostile ou non? Voilà. Alors, je vais peut-être commencer par la première. Oui, on s'attend, on en a vu des consolidations sur le secteur. Medicrea, boîte française, côté aussi, qui vient d'être OPAtisé, ou je ne sais pas comment on dit, par Medtronic, numéro 1 mondial. Il y a eu, voilà, il y a des avancées. Il faut une consolidation. On est, nous, dans cet esprit-là, à regarder, à s'allier pour devenir plus gros, parce que c'est important. Sur la partie OPA, OPA hostile, ça c'est, à ma connaissance, jamais vu dans ce métier, puisqu'il est important de conserver le know-how, conserver les équipes, au moins dans un premier temps. Donc on a très rarement vu d'OPA hostile dans ce métier, parce que je pense que les sociétés qui achètent majoritairement, malheureusement aujourd'hui, des groupes américains ont de l'argent, ou avaient de l'argent, ils en ont encore, et qu'ils préfèrent payer le vrai prix pour continuer la dynamique. Voilà. Donc, oui, la consolidation, ça va, c'est obligatoire. Et on s'inscrit aussi dans cette perspective. Ça fait partie de nos axes stratégiques à court moyen terme, avec plusieurs idées. Maintenant, le Covid nous a un peu arrêtés parce que pour pouvoir être en position de meneur ou de leader dans une consolidation, il faut être leader aussi en termes de progression, et tout le monde est un petit peu amorphe actuellement et attentif. Sur les possibilités d'être absorbé, d'être, justement, pas d'être leader, mais d'être acheté, par exemple?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une possibilité. Du fait des produits qu'on est en train de mettre sur le marché qui sont une prolongation, ce qu'on a fait précédemment, mais que tout le monde commençait à avoir. Là, on a remis une couche, je dirais, on a repris un cran d'avance. Ça, c'est possible. Je pense que c'est encore trop tôt, par contre, en termes de réalisme. Je pense qu'il faut que cette société fasse 2 à 3 millions de top line supplémentaires pour devenir intéressante pour une OPA. Voilà. Ou pour une fusion ou une acquisition. Mais ça, c'est personnel. Très bien. Eh bien, écoutez, voilà, donc comme j'ai pas beaucoup plus de nouvelles questions et que ce webinaire touche à sa fin, je vous redonne juste un élément sur EasyBourse, hein, toujours notre service commercial si vous n'êtes pas encore client et que vous vous intéressez à EasyBourse. Notre service client, notamment si vous avez négocié des titres en planète et que vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé, les plus-values, etc., les dividendes, je ne sais pas, on est à votre disposition. Il me reste bien sûr à remercier tous ceux qui ont posé des questions, il y en a eu beaucoup. Bien sûr, à remercier, un grand merci à Ludovic. Hein. C'était très intéressant, je pense, cet exercice de se pencher sur le cas d'une société, d'une medtech et de regarder un peu plus en détail son fonctionnement, son activité, sa réaction au Covid, comment envisager l'avenir, comment gérer sa trésorerie. Et puis, donc, je vous remercie tous et puis cette vidéo sera accessible, hein, je vous enverrai le lien de la vidéo. Si vous voulez télécharger la présentation, elle est téléchargeable via votre écran de configuration. Vous pouvez en principe y accéder, ou si je ne l'ai pas fait, non, je me rends compte que je ne l'ai pas fait, donc je la mets juste là pour vous laisser le temps de la télécharger à l'instant. Comme ça, vous pourrez la voir. Sinon, je pourrais vous l'envoyer. Attendez, voilà, hop. Voilà, donc la présentation sera téléchargeable dans quelques secondes si vous le souhaitez. Et puis, bien sûr, je vous souhaite une bonne fin de journée sur EasyBourse. Et encore une fois, merci à tous. Merci Jean-Baptiste. Bon,